Alors ce soir, on va plus dans nos mains. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30, 19h45. On va essayer de ne pas dépasser parce que dans quelques temps il y aura une autre émission derrière nous. Donc on va un petit peu s'entraîner, même si c'est difficile quand on parle de sport. On peut en parler pendant des heures. Au programme ce soir, on va faire un petit retour sur la Ligue des Champions et l'Europa League qui avait lieu la semaine dernière. On parlera bien évidemment de la 9e journée en Ligue 1. On va également parler de la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard et plus particulièrement à la Ligue 2. Avec une bonne nouvelle, les Sochaliens ont explosé, on peut dire. L'équipe de Clermont 4-0. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette rencontre, avec les stats, avec plein de choses, avec vos avis aussi également. J'espère que vous viendrez vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51. Vous pouvez déjà faire travailler M. Frédéric Fitch. Et au pire, on vous rappellera quand on parlera bien évidemment de Sochaux. On va aussi parler National 2, National 3 pour vous donner tous les résultats de nos équipes franc-comtoises qui sont engagées dans ces compétitions. On parlera également handball avec donc les filles de Palante qui disputaient un match ce dimanche contre Stella. Stella Saint-Maur-des-Faux, c'est dans la région parisienne. On vous parlera également du Grand Besançon de handball qui disputait le deuxième tour de Coupe de la Ligue. C'était ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalou. C'était contre Massy-Essonne handball. Donc on reviendra sur tous ces faits. On parlera également basket. On parlera également aussi du CS Vesoul en handball. Mais avant ça, on va dire bonsoir à Monsieur Fred Fitch. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va ? Ça va, par le temps. Bon, Arthur ne peut pas être avec nous car il est souffrant, donc on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement et on espère le voir très prochainement dans cette émission. Et si vous aussi, vous avez envie de venir vous exprimer, de venir parler de l'actualité sportive avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous contactez soit Shalom Besançon ou soit également la page Soyons Sport sur notre page Facebook ou par Twitter. Enfin bref, il y a plein de moyens pour nous pour nous envoyer des messages et puis ensuite venir vous exprimer en direct sur l'actualité sportive ou si vous voulez nous présenter un sport également, eh bien on peut le faire bien évidemment dans cette émission. Fred, si on parlait un petit peu Ligue des Champions, t'as suivi un peu ce qui s'est passé la semaine dernière ? Un petit peu ou beaucoup ? Ouais, un petit peu, j'ai suivi un peu les matchs. Allez, on va tout de suite vous dire un petit peu ce qui s'est passé avec... Dans le premier groupe, on va s'intéresser au club français, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain qui disputait un match du côté de Galatasaray. Ça s'est bien passé avec la victoire 1-0. Ça a été chaud, on peut le dire. C'est toujours compliqué d'aller jouer en Turquie. Il y a aussi une ferveur dans tous les stades. Mais le Paris Saint-Germain a été costaud et a tenu et surtout a pris 3 points avec un but de Mauro Icardi suite à une superbe action collective. Vous n'avez pas écouté ce match, vous n'avez pas pu entendre ce qui s'est passé, eh bien je vous propose de revivre ce match entre Galatasaray et le Paris Saint-Germain. Ça revient, c'est bien fait. C'est bien fait encore une fois, le couloir de Meunier, il a du champ, qui s'applique. Attendons la bonne solution. La parade, Muslera, remarquable de Muslera. Ouais. Là, il peut la jouer direct ou tendu devant le but. C'est direct. Heureusement, Navas, vigilant. Et surtout une longue distance. Oh le bon ballon. Oh le tête-à-tête a joué Di Maria. Encore une fois, ça fait 2 fois comme en début de match. Encore une fois, Muslera. Di Maria, oui, Sarabia, avec Icardi à gauche. Il a mis. Ça y est. Icardi vient d'éteindre le feu sous le chaudron Stambouliote. Ouais, ils ont éteint le stade ici, écoutez. Oui, le masque, Belanda, effectivement. C'est gênant, non, il saute bien avant, il fait faute. Non. L'arbitre n'avait pas sifflé. Di Maria, Choupo-Moting, Marquinhos pour Mbappé. Oh, Choupo-Moting dans l'axe, voilà. Est-ce qu'il va retrouver ? Il faut lui redonner. Mbappé. Et Muslera, qui ferme bien son angle. Et également avec Choupo-Moting, Thiago Silva, premier poteau. Marquinhos. Ce ballon va être récupéré par Thomas Meunier loin devant. Allez, Mbappé l'a réclamé ce ballon. Dernière seconde, un coup d'œil sur l'arbitre qui met le sifflet à la bouche. C'est tout bon pour Paris. Le premier but de Mauro Icardi pour le PSG permet à son équipe de bonifier l'éclatant succès face au Real Madrid.
Éclatant succès, bien évidemment, du Paris Saint-Germain qui, après avoir battu le Real 3-0, enchaîne du côté de Galatasaray. 4 buts marqués, aucun but encaissé. C'est une bonne chose pour les hommes justement de Thomas Tuchel qu'on va écouter, avec également les réactions de Gay, de Mauro Icardi, le buteur, et également Kimpembe. Oui, ils ont changé le système. Normalement, ils jouent toujours 4-1-4-1 aujourd'hui, 5-3-2. Mais on a commencé très très fort, avec beaucoup d'occasions pour marquer un premier, deuxième but, pour avoir un match plus tranquille. C'était pas comme ça, on a manqué de précision dans les dernières passes, et les frappes et la finition. Et voilà, après c'était dur, il y a des phases où c'est pas possible de contrôler le match parce que c'est une équipe qui joue fort, très, très courageux, avec l'ambiance. Le terrain est pas facile, c'était pas bien. Et pour ça, c'était nécessaire de combattre. C'était nécessaire de faire un combat avec eux. Et je suis très heureux parce qu'on a fait ça. On a fait ce qui était nécessaire. Et ça, c'est un bon sentiment pour un coach, et le résultat est vraiment top. Et la performance et la mentalité étaient extraordinaires. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué avec une atmosphère pareille. Après, quand on est concentré dans le match, on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que c'était compliqué de se parler entre nous et de pouvoir s'entendre. Non, il fallait rester concentré sur nos objectifs et sur ce qu'on a vu depuis le début du match. Rester patient et voilà que ça allait arriver. Et c'est arrivé, Mauro il a mis son but, le premier, et on est tous très, très contents pour lui et tant mieux pour nous. Je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but. J'ai eu l'opportunité de jouer à nouveau lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe avec ce but. Le mérite revient à tout le monde ce soir. On savait que ce n'est jamais facile de gagner ici. On est très heureux de repartir avec les 3 points. C'est juste magnifique. On aime ce genre d'ambiance et c'est pour ça qu'on joue au foot, pour vivre ces moments-là. Après, dans un stade où c'est pas facile de venir gagner ici, mais aujourd'hui, on a su rester costaud, solidaire du début jusqu'à la fin et prendre ces 3 points qui sont importants pour la suite de la compétition. Exactement, pour la suite de la compétition. À noter que le Real de Madrid et le Club Brugge ont fait match nul, 2 buts partout. Le Real était mené 2-0 à la mi-temps. Et en fin de partie, les Merengues sont revenus dans ce match. Au classement, Paris Saint-Germain est en tête avec 6 points. Deuxième, Bruges, 2 points. Et troisième et quatrième, Galatasaray et le Real de Madrid avec 1 point. On va s'intéresser au groupe B avec les résultats suivants. Le Bayern Munich a explosé Tottenham sur son terrain, 7-2 sur le terrain de Tottenham, bien évidemment. Un gros coup dur. Vous allez voir aussi un gros coup dur pour Tottenham ce week-end en championnat, avec justement le gardien Hugo Lloris. On en parlera tout à l'heure. L'Étoile Rouge de Belgrade avait battu l'Olympiakos 3-1 au classement. Munich est en tête avec 6 points, suivi de Belgrade avec 3 points, et suivent l'Olympiakos et Tottenham avec 1 point également. Dans le groupe C, le groupe de Man City qui a battu le Dynamo Zagreb 2-0. Le Shakhtar Donetsk était allé battre l'Atalanta Bergame 2-1. Au classement, City est en tête avec 6 points, devant Zagreb 3 points, le Shakhtar Donetsk 3 points, et ferme la marche l'Atalanta Bergame avec 0 points. Dans le groupe D, le groupe de la Juventus de Turin qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0. L'Atlético Madrid, dans le même temps, est allé battre le Lokomotiv Moscou 2-0. Au classement, Turin, la Juve est en tête avec 4 points, suivi de Madrid 4 points, Moscou à 3 points, et le Bayer Leverkusen ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe E, Naples a été tenu en échec du côté du Racing Genk. Un très beau match de cette équipe belge que j'ai pu visionner cette rencontre. Et je pense qu'elle va faire mal à quelques équipes dans ce groupe. Et Liverpool, dans le même temps, a battu Salzbourg 4-3 au classement. Naples est en tête avec 4 points, suivi de Liverpool 3 points et de Salzbourg 3 points. Et ferme la marche le Racing Genk avec 1 point. On va s'intéresser au groupe F avec le FC Barcelone qui a battu l'Inter de Milan 2-1. Et dans le même temps, le Borussia Dortmund est allé battre le Slavia Prague 2-0. Au classement, Dortmund est en tête avec 4 points, suivi du FC Barcelone 4 points. L'Inter de Milan a 1 point et le Slavia Prague a 1 point également. On va regarder ce qui s'est passé dans le groupe G
Donc c'est le groupe de Lyon avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui a battu Benfica 3-1. Et dans le même temps, l'Olympique lyonnais s'est bien rattrapé en allant battre Leipzig 2-0. Au classement, Saint-Pétersbourg est en tête avec 4 points. Lyon est deuxième avec 4 points. Le RB Leipzig est troisième avec 3 points. Et Benfica est en tête avec 0 points. Si vous n'avez pas suivi justement le match de Lyon entre Leipzig, je vous propose d'écouter ce petit résumé de la rencontre. Il va y avoir des beaux jeux d'un contre un avec Youssouf Koné et Dubois. Le voilà Klosterman pour Werner. Oh, quelle énorme opportunité. Celle-ci d'ordinaire, c'est au fond. Oh, la bonne récupération. Oussem Aouar en deux temps. Oussem Aouar, il laisse passer Memphis Depay. Eh oui, Memphis Depay vient refroidir la Red Bull Arena. On s'en sort bien là. Mais derrière ce ballon est perdu, Timo Werner, il a échappé à Marsal, le face-à-face Timo Werner, Anthony Lopez, ça fait deux qu'il gage Timo Werner. Oh, ça fait deux énormes chaleurs pour la défense lyonnaise. Werner, ça fonctionne avec Leimer, Werner, la vitesse de Timo Werner. Oh, Anthony Lopez a remis ce ballon relâché, la tête de Poulsen et le sauvetage de Marcelo. Avec Alstenberg, la montée de l'international allemand, la frappe d'Alstenberg et Anthony Lopez encore décisif. Il est chaud, il est là également. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question, qui est le meilleur buteur? Oh, Martin Terrier, faut y aller, Martin Terrier. Eh oui, les Lyonnais en reconquête à Leipzig. C'est fini 2-0 pour l'Olympique lyonnais. C'est peut-être le véritable coup d'envoi de la saison de l'Olympique lyonnais. Un grand coup réalisé par les joueurs de Silvino. On verra en tout cas si c'est un gros coup. On verra ce qui s'est passé surtout en championnat lors de cette 9e journée dans le derby face à Saint-Etienne. On en reparlera tout à l'heure. Donc je vous avais donné donc, le classement. Et on va s'intéresser au groupe H. Le groupe de l'Ajax qui est allé étrier Valence 3-0 avec des buts superbes, notamment ceux de Ziyech. Et également Chelsea qui a battu dans le même temps Lille 2-1 du côté du stade Pierre-Mauroy. Au classement, l'Ajax est en tête avec 6 points, suivi de Valence 3 points et Chelsea 3 points. Et Lille ferme la marche avec 0 points. Eh bien, on a fait le tour de cette Ligue des Champions, enfin des différents groupes. Un petit mot sur l'Europa League pour vous dire que dans le groupe A, Séville est en tête avec 6 points. Dans le groupe B, on a Copenhague et le Dynamo Kiev qui sont en tête également avec 4 points tous les deux. Dans le groupe C, on a Retafe, le club espagnol qui est en tête avec 6 points, suivi du FC Bâle avec 4 points. Dans le groupe D, le PSV Eindhoven est en tête avec 6 points devant le Sporting Portugal de Jérémy Mathieu avec 3 points également. On va s'intéresser au groupe E, c'est le groupe de Rennes, avec Rennes qui avait ouvert la marque du côté de la Lazio de Rome et finalement, grâce à Immobilier, la Lazio s'en sort bien, 2-1 avec, il faut quand même le souligner, 2 pénaltys complètement oubliés par l'arbitre pour les Rennais. Une main en pleine surface et puis un tirage de maillot flagrant. Enfin bref. Vive la VAR. Et justement, là, l'arbitre en plus ne s'est même pas servi de la VAR, n'a même pas été vérifié, on ne l'a même pas averti. Donc voilà, il va vraiment falloir se pencher quand même sur ce qui peut influencer justement les décisions et surtout que l'arbitre aille voir la VAR quand il y en a besoin. Mais ça, il faut que ses assesseurs lui en parlent. Au classement, Glasgow, le Celtic est en tête avec 4 points, suivi des Roumains de Cluj, 3 points, la Lazio de Rome, 3 points et Rennes qui ferme la marche avec 1 point. Dans le groupe F, Arsenal est en tête avec 6 points, suivi du Standard de Liège 3 points, l'Eintracht Francfort 3 points et Guimarães, les Portugais, avec 0 points. Et dans le groupe G, c'est Berne qui est en tête avec 3 points, suivi des Rangers et Glasgow cette fois-ci avec 3 points, le Feyenoord Rotterdam avec 3 points et le FC Porto avec 3 points. Vous avez compris, tout le groupe est à 3 points. Dans le groupe H, c'est Ludogorets Razgrad qui est en tête avec 6 points, suivi de l'Espagnol Barcelone 4 points.
Et puis dans le groupe I, c'est Wolfsburg qui est en tête avec 4 points, suivi de deuxième la Gantoise 4 points, et Saint-Etienne 1 point. Saint-Etienne qui avait ouvert la marque du côté du stade Geoffroy Guichard avant que les Allemands de Wolfsburg n'égalisent dans la même minute. On parle souvent de déconcentration quand on a marqué, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, Saint-Etienne est troisième dans ce groupe avec 1 point. Dans le groupe J, l'AS Roma est en tête avec 4 points, suivi de Wolfsburger, les Autrichiens, avec 4 points. Gladbach est troisième avec 1 point. Et puis Başakşehir, les Turcs, avec 1 point également, sont quatrième de ce groupe. Dans le groupe K, c'est Bratislava qui est en tête avec 4 points, suivi des Portugais de Braga à 4 points. Wolverhampton est troisième avec 3 points. Et les Turcs du Beşiktaş ferment la marche avec 0 points. Et dans le groupe L, le Partizan Belgrade est en tête avec 4 points, devant Manchester United 4 points. L'AZ Alkmaar est troisième avec 2 points et Astana est quatrième avec 0 points. On a fait le tour de cette Europa League avec nos clubs français qui marquent un petit peu le pas et on espère que ça sera meilleur pour les prochaines rencontres. Le petit tour d'horizon, comme on fait à chaque fois du côté des championnats étrangers. On va parler Première Ligue ce week-end, car il y avait des matchs qui comptaient pour la 8e journée. Avec tout d'abord, à 13h30, Brighton-Tottenham 3-0. J'ai suivi cette rencontre avec Hugo Lloris qui s'est blessé gravement. Mais aux dernières nouvelles, il paraîtrait que ce serait une luxation. Donc ça serait peut-être un petit peu moins grave. Mais en tout cas, on a eu très peur. Les médecins sont arrivés sur la pelouse avec une bouteille d'oxygène. Donc forcément, ça a été compliqué. Et c'est Neil Maupay en plus qui marque le but. C'est un centre qui arrive directement sur Hugo Lloris qui relâche le ballon. On n'a pas trop compris. Peut-être que déjà à ce moment-là, il s'était fait mal. Et aussi, c'est Neil Maupay qui est en embuscade qui marque. Mais lui, Neil Maupay n'a pas vu que justement Hugo Lloris s'était blessé sur le coup. C'est ensuite qu'il s'en est aperçu. Mais finalement, c'est Brighton qui va s'imposer 3-0 dans cette partie. Finalement, rien ne va pour Tottenham. 7 buts encaissés en Ligue des Champions, 3 en championnat, 10 buts. Est-ce que Mauricio Pochettino est sur un siège éjectable ? En tout cas, il a signé pour 3 ans et demi. Donc, s'il est viré du club de Tottenham, il partirait avec un chèque de 36 millions d'euros. Ce qui fait quand même une belle somme. Donc, je pense que les dirigeants vont réfléchir à 2 fois. À 16h, Watford et Sheffield United 0 partout. L'Aston Villa est allé battre Norwich City 5-1. Burnley a battu Everton 1-0. Liverpool a battu Leicester City 2-1. Crystal Palace est allé battre West Ham 2-1. Et ce dimanche, Newcastle a battu Manchester United 1-0. Man City s'est incliné chez lui face à Wolverhampton avec un doublé d'Adama Traoré. Retenez bien ce nom parce qu'il va faire parler de lui dans les semaines et sans doute dans les années à venir, car c'est un très bon joueur, très puissant. Arsenal a battu Bournemouth 1-0 et Southampton s'est incliné chez lui face à Chelsea 4-1. Au classement, Liverpool est en tête avec 24 points, avec déjà 8 points d'avance sur Man City qui est deuxième avec 16 points. Troisième, Arsenal 15 points. Quatrième, Leicester City avec 14 points. Et également, cinquième, Chelsea avec 14 points. En bas de classement, on retrouve 18e Everton, 19e Norwich City, 20e Watford avec 7, 6 et 3 points. Au classement des buteurs, Abraham est en tête avec 8 buts de Chelsea. Agüero, Man City est en tête également avec 8 buts. Et Aubameyang, Arsenal a 7 buts. Direction l'Espagne avec la 8e journée. Tout d'abord, le Betis Séville Eibar avait fait match nul 1 but partout ce vendredi. Levante est allé battre Leganés 2-1. Le Real Madrid a battu Grenade 4-2 avec un but de Benzema dès la 2e minute de jeu. Le FC Valence a battu Alaves 2-1. Osasuna a battu Villarreal 2-1. Et ce dimanche, le Real Mallorca a battu l'Espagnol Barcelone 2-0. Celta Vigo a battu l'Athletic Bilbao 1-0. Le Real Valladolid et l'Atlético Madrid 0 partout. Retafe est allé battre la Real Sociedad 2-1. Et le FC Barcelone a étrié le FC Séville 4-0 avec un but de Messi à la 78e minute de jeu sur un beau coup franc. Madrid est en tête, le Real avec 18 points, suivi du FC Barcelone 16 points. L'Atlético Madrid est troisième avec 15 points. Grenade est quatrième avec 14 points. Ensuite, on retrouve la Real Sociedad et le FC Séville avec 13 points tous les deux. En bas de classement, on retrouve le Real Mallorca avec 7 points, l'Espagnol Barcelone 5 points et en 20e position, Leganés avec 2 points. Au classement des buteurs, Loren Moron du Betis Séville est en tête avec 6 buts, suivi de Karim Benzema et de Moreno de Villarreal. Direction l'Italie, le Calcio, avec tout ce qui s'est passé pour la 7e journée avec Spal-Ferrara qui avait battu Parme 1-0 et l'AS Vérone a battu la Sampdoria de Gênes 2-0.
Le Milan AC est allé battre Genoa 2-1. La Fiorentina a battu l'Udinese 1-0. L'Atalanta Bergame a battu Lecce 3-1. Ça marche mieux pour eux en championnat qu'en Ligue des Champions. Bologne et la Lazio de Rome 2 buts partout. L'AS Rome et Cagliari 1 but partout. Torino et Naples 0 partout. Et la Juventus de Turin, dans le grand match de cette 7e journée, était allé battre l'Inter de Milan 2-1, des buts de Dybala 4e et Higuain 80e qui donne la victoire à la Juve. Au classement, la Juve est en tête avec 19 points, suivi de l'Inter de Milan 18 points. L'Atalanta Bergame est 3e avec 16 points. Naples est 4e avec 13 points. On retrouve ensuite l'AS Rome 5e et la Lazio de Rome 6e avec 12 et 11 points. En bas de classement, 18e, 19e et 20e, on retrouve Lecce, le Genoa, la Sampdoria de Gênes avec 6, 5 et 3 points. Et ensuite, au classement des buteurs, Immobilier de la Lazio de Rome avec 7 buts, suivi de Zapata, l'Atalanta Bergame 6 buts, et Berardi, Sassuolo avec 5 buts. Direction l'Allemagne cette fois-ci, avec ce vendredi 4 octobre, le début de la 7e journée avec le Hertha Berlin qui avait battu Düsseldorf 3-1. Mayence était allé battre le samedi Paderborn 2-1. Fribourg et Dortmund 2 buts partout. Bayer Leverkusen et les Red Bull de Leipzig 1 but partout. Également Hoffenheim qui est allé battre le Bayern Munich, c'est une surprise, 2-1. Avec Schalke 04 et FC Cologne 1 but partout. Gladbach a battu Augsbourg 5-1. Wolfsburg a battu l'Union Berlin 1-0. Et l'Eintracht Francfort et Werder de Brême se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Au classement, Gladbach est en tête avec 16 points, suivi de Wolfsburg 15 points. Ils l'ont fait exprès, Gladbach, parce qu'ils savent que j'ai du mal à le prononcer. Donc, ils viennent en tête du classement. En troisième, le Bayern Munich avec 14 points. Quatrième, Leipzig avec 14 points. Ensuite, on retrouve Fribourg et Schalke aux 5e et 6e place avec 14 points également. Et en bas de classement, 16e, 17e et 18e, l'Union Berlin, le FC Cologne, Paderborn, 4 points les deux avant-derniers et 1 point pour le dernier. Lewandowski du Bayern est en tête avec 11 buts. Alcacer de Dortmund, 5 buts. Et Werner, qui n'a pas marqué contre Lyon en Ligue des Champions, pourtant avec 2 grosses occasions, lui a 5 buts également. Eh bien, on a fait le tour d'horizon des championnats étrangers. On va maintenant s'intéresser, parce qu'il n'y avait pas de championnat féminin ce week-end. Donc, on va passer directement à la Ligue 1. Bon, ça t'a plu, Fred, un peu tous ces championnats étrangers, t'as suivi un peu ce week-end ? Ouais, un peu, oui. Surtout le match de Tottenham, donc avec la blessure d'Hugo Lloris. Oui, une blessure bizarre, parce que c'est vrai qu'il y a un centre, et puis il met les mains. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, je n'ai pas trop compris. Et ensuite, il part en arrière, et puis le coude... Ça me fait penser un peu au match hier entre Saint-Étienne et Lyon ? Non, si je ne me trompe pas... Pas entre Rennes et Reims, c'est Alors, il y avait Rennes et Reims, c'est Lille-Nîmes. Entre Lille et Nîmes, où le gardien de Nîmes s'est fait mal aussi, il s'est fait très mal, à peu près les mêmes choses, c'est vrai. Ouais. Mais les conséquences sont pas les mêmes. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, on souhaite bien évidemment un très bon rétablissement au gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Bien, moi, je vous propose de regarder ce qui s'est passé pour la 9e journée en Ligue 1. Donc forcément, le générique qui va bien. Il n'y a pas de secret, j'ai un groupe de joueurs fantastiques qui se donnent à fond, qui travaillent dur tous les jours. Aujourd'hui, ils ont mis une intensité de haut niveau pendant une grande partie du match, qui a confiance en ce qu'on est capable de faire. Donc non, on dépend tous des joueurs, et la recette, c'est d'avoir les bons joueurs. C'est vrai qu'on avait à cœur de démarrer dès la première seconde avec une intensité au pressing importante, d'aller assez haut pour ne pas leur donner la possibilité de s'installer, parce qu'avec Rongier et Lopez, une fois que ça s'installe, tu cours beaucoup derrière le ballon. Et cette entame de match nous a lancé dans la bonne direction. Et puis on a réussi par à-coup à remettre cette intensité. Et sur la deuxième mi-temps, très content de la rigueur et de la discipline qu'on a pu installer sur le bloc. Et de cette rigueur et discipline, on a réussi sur les contres à être très dangereux. Et donc voilà, il y a plein de points positifs ce soir.
Oui, évidemment, c'est un peu de tristesse, c'est évident. C'est un lourd de fête après trois matchs nuls. Un lourd de coupe pour nous. Je pense qu'on ne mérite pas. On a cherché cette victoire, était importante pour nous aujourd'hui. On a raté. Alors on va perdre évidemment un peu de place sur le classement. Aussi pour notre adversaire. Et oui, c'était un match difficile pour nous. On a raté, oui, un peu d'opportunités. Ça c'est toujours notre erreur, parce qu'on rate des opportunités. Le problème est qu'on donne à l'adversaire la chance d'être toujours avant nous dans le résultat. Et on doit chercher de plus, travailler un plus, prendre des transitions, et ça a été difficile pour nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu en préambule justement des réactions. Bon, je vous redonne quand même les buteurs. Alessami, 11e minute de jeu pour Amiens. Égalisation de Benedetto, 23e. Ensuite, penalty de Guirassi, 41e sur penalty. Et Steven Mendoza, à la 90e. Et justement, Lucas Elsner nous expliquait qu'il y avait plein de points positifs dans ce match. Et André Villas-Boas, qu'ils avaient eu les opportunités. Mais le problème, c'est comme dans beaucoup d'équipes, c'est la finition. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi avec un match avancé, et lequel entre le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 qui recevait Angers deuxième. Surprenant deuxième Angers, non, pas tant que ça. Quand on regarde les matchs depuis le début de saison de cette équipe angevine, et surtout la progression de cette équipe sur les différentes années, avec justement toujours le même entraîneur, Stéphane Moulin, qui fait de l'excellent travail. Finalement, victoire large du Paris Saint-Germain 4-0, début de signé Sarabia, 13e minute de jeu, Mauro Icardi, 37e, Idrissa Gueye, 59e, et Neymar à la 90e minute de jeu. On va écouter également les réactions après cette rencontre, la réaction de Thomas Tourel. Pour lui, la victoire est méritée. Et Stéphane Moulin, il revient sur le fait que les Parisiens ont été très réalistes dans cette partie. Oui, il a mérité. Il a eu un passe décisif contre Galatasaray. C'était important pour lui parce qu'il a manqué un peu de confiance en avant. Mais il donne toujours tous pour l'équipe. Il fait toujours l'intensité dans notre jeu pour le contre-pressing. Et pour ça, ce n'est pas un problème. Mais pour lui, c'était un peu comme ça. Il a manqué un peu de confiance. Et pour ça, c'était bien qu'il a marqué le premier but. Pour Léo, oui, on a marqué Marquinhos aujourd'hui. On a dit, Léo, c'est le moment pour montrer. Vous jouez maintenant avec Kim, avec Tia, avec Ghana, avec Marco Verratti. Pas d'excuses maintenant. Tu dois montrer, tu dois souffrir, et tu dois jouer le meilleur match possible parce que c'est important. Et c'était un pas en avant. C'est pas fini le pas le vol pour Léo, mais c'est bien. Et on a perdu un peu trop de ballons faciles pendant le premier mi-temps. Et c'était un peu compliqué, mais le deuxième était bien et on a gagné mérité. Oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'assume totalement le score. On aurait pu essayer de fermer le jeu, mais on a des qualités, je voulais qu'on les mette en avant et qu'on essaye de les contrarier. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps, plutôt bien d'ailleurs, parce que je trouve que 2-0 à la mi-temps c'est sévère, ils sont extrêmement réalistes et nous pas du tout. Ce qui nous a pas été, on n'a pas été coutumier de ça depuis le début de saison. Après, sur la deuxième mi-temps, on a souffert le martyre parce que ils ont déroulé leur jeu, ils ont été très bons et nous on avait beaucoup donné en première, on a souffert sur la seconde période, mais encore une fois, j'ai aimé malgré tout la manière dont on s'y est pris parce que si on est un peu efficace en première mi-temps, ça peut durer un peu plus longtemps. Ça peut durer un petit peu plus longtemps, oui, c'est vrai. Il a raison, Stéphane Moulin. Si Angers avait été un brin plus efficace, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. On part regarder ce que fait Monaco du côté de Montpellier. Monaco qui a besoin de points, qui remonte tout doucement au classement, mais Monaco qui a encore perdu une rencontre face à Montpellier. Victoire des hommes justement de Michel Derzakarian, 3-1. Début de signé Florent Mollet, 31e minute de jeu. Ensuite, c'est Pedro Mendes, 39e minute de jeu. Et Andy Delors, 56e minute de jeu. D'ailleurs, sur l'action où il a inscrit ce troisième but,
il se blesse, Andy Delors. On espère bien évidemment que ce n'est pas très grave, car c'est vraiment un très très bon attaquant. Et puis, ça pourrait être préjudiciable, bien évidemment, pour cette équipe de Montpellier. Et puis ensuite, Ben Yedder, à 68e minute de jeu, va réduire le score pour cette équipe de Monaco. Mais ça ne changera rien, c'est Montpellier qui s'impose dans cette rencontre. On va écouter Michel Derzakarian qui, lui, revient sur le fait qu'à la pause, il peut y avoir 3-1, voire 4-1. Et puis, Leonardo Jardim, le coach de Monaco, forcément, quand on laisse jouer notre adversaire, ça devient tout de suite plus compliqué. Tout maîtriser, non, mais notre début de match a été difficile. On a eu du mal à... Techniquement, ils tenaient bien le ballon. Ils ont sur le premier corner qu'ils ont, ça aurait pu faire 1-0. On a été... Heureusement que Rouli fait un super arrêt. Et puis après, on a eu... on s'est mis dans le rythme et on leur a fait mal dans le jeu, dans la profondeur, dans leur dos. Et sur les déviations, sur la profondeur, sur les appels, on les a mis à défaut et on s'est créé pas mal de situations. On aurait pu finir la mi-temps, ça aurait pu finir à 3-1, 4-1. Et la deuxième mi-temps, on l'a bien maîtrisé, on a bien défendu, on a été solide, même s'ils ont eu le ballon. Ils ont le but, bien sûr, qui est magnifique aussi, un super but. On aurait pu être encore plus juste dans la sortie du ballon, on aurait été encore plus dangereux. Oui, je crois que la première partie nous n'est pas arrivé au niveau d'intensité. Prendre cet adversaire-là, nous laisser beaucoup l'adversaire jouer et nous n'est pas arrivé à faire un match comme les deux dernières avec l'équipe bien placée, avec l'équipe agressive. Ne perdre de ballon. Aujourd'hui, nous laisser l'adversaire jouer et quand nous laisse les adversaires jouer, aujourd'hui, à tout le monde de qualité, ils arrivaient à faire les 2 buts. Je pense que deuxième mi-temps, nous entrer avec autre attitude, une attitude plus positive, plus agressive, une attitude plus proche de que c'est joué à Monaco. Nous avons besoin de ça. Mais comme ça, après donner un avantage 2-0 à l'adversaire, il fait le troisième, c'est toujours plus difficile. Pour ça, je pense que la victoire, c'est mérité. La victoire est méritée pour Leonardo Jardim, en tout cas la victoire pour cette équipe de Montpellier. Direction le derby de la Garonne. Vous allez me dire, oui, entre Toulouse et Bordeaux. Un derby de la Garonne où il ne fallait pas être en retard, car dès la première minute de jeu, c'est Nicolas Depréville qui marque le premier but pour cette équipe de Bordeaux. Avant justement que cette équipe bordelaise ne double la mise à la 19e minute de jeu, 20 minutes de jeu, il y a déjà 2-0 pour Bordeaux. Ça paraît une soirée compliquée pour Toulouse. Surtout que Wang Yu-jo, j'espère que je l'ai bien prononcé, marque un superbe but également à la 53e. 3-0 pour cette équipe de Bordeaux. Toulouse va réduire le score par Koulouris, 61e minute de jeu. Mais finalement, ce sont les Bordelais qui s'imposent dans ce derby. On va écouter la réaction de Baptiste René qui, lui, est très 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 en colère. On devait rentrer comme des combattants et vous allez l'entendre, il est vraiment furieux. Et Laurent Kolsiesny qui lui dit on voulait gagner, c'est chose faite, maintenant place au repos avec la trêve. Oui, car vous savez qu'il y a une trêve internationale qui va durer parce qu'il y aura 2 matchs au programme. On va s'intéresser justement, on en parlera tout à l'heure d'équipe de France. Tiens, mais on vous donnera juste la liste des champs entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ça peut être sympa. Allez, on les écoute tous les deux. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas les mots pour expliquer ça. Ce soir, j'ai honte. On savait toute l'importance que ce match avait, que ce soit autour par rapport à Brice, que le derby, il y avait du monde au stade. Il y avait tous les ingrédients pour faire un gros match, pour reconquérir aussi le public, parce que depuis le début de l'année, ils sont pas nombreux à venir. Et quand je vois la première mi-temps qu'on fait, je les comprends. Maintenant, c'est bête de complètement passer à travers cette première mi-temps. On voulait aller les chercher haut, les emmerder, et puis au final, on prend un but au bout de 5 minutes à peine. Donc, 1 minute. 1 minute. Donc voilà, on se tire une balle dans le pied de suite, et puis voilà, après... C'est compliqué de courir après le score et je ne sais pas comment ça se fait qu'on ait un sursaut d'orgueil comme ça en deuxième mi-temps. Normalement, ça doit arriver plus tôt. On doit rentrer sur le terrain comme des chiens, comme des combattants. Parce que comme je l'ai dit, le contexte de ce match, on n'a pas le droit de passer à travers pendant 45 minutes et ça a été le cas. Donc
Voilà, c'est dur à expliquer ce soir, c'est dur à digérer parce que voilà, on avait envie de faire un gros match, de faire plaisir aux supporters, d'honorer la mémoire de Brice. Mais ce soir, on passe pour des clowns. Non, mais je pense qu'on est dans le match de suite. Après, on essaye de mettre notre pressing en place, d'être le plus haut possible et de suite à la récupération d'imposer notre jeu. Après, aujourd'hui, on a bien joué dans les espaces et dans le dos des latéraux. C'est là où est venu le danger. On a réussi à mettre ce premier but. Après, à 2-0, c'est beaucoup plus facile de gérer le match en première mi-temps. Eux, ils ne savaient pas trop s'ils devaient venir presser. Et même après leur pressing, on arrivait à sortir la balle. Donc là-dessus, c'est bien. Il faut continuer dans ces domaines-là. Tout rester calme parce que bon, c'est très bien d'avoir 15 points avant la trêve. On savait que c'était un match très important après le match de Paris. On voulait absolument le gagner avant la trêve internationale. Voilà, c'est chose faite. On a quelques jours de repos pour pouvoir se reposer et remettre la machine en route d'ici 15 jours. C'est ça, il y aura quelques jours de repos pour Laurent Colchesny et les Bordelais, mais ainsi que toutes les autres équipes. Direction le stade de la Beaujoire cette fois-ci avec Nantes qui recevait Nice. Un seul but dans cette rencontre, inscrit en fin de match. Moses Simon, 86e minute de jeu, donne la victoire à cette équipe de Nantes. On va écouter Nicolas Palois qui on lui demande son entente justement avec Girofo. Je m'entends très bien avec lui, vous allez l'écouter. Et Patrick Vieira, dans l'intensité, lui il regrette que son équipe n'était pas présente ce soir. Non, je pense que c'est l'équipe. On a défendu, on a attaqué ensemble et on prend 3 points ce soir. Donc voilà, c'est bien, on avance. Il ne faut pas se poser trop de questions. Je pense que ça soit un tel ou un tel, c'est pas le propos. Ce soir, c'est l'équipe qui a gagné et ça fait un petit moment que c'est l'équipe qui gagne. Donc il faut continuer. Et voilà, maintenant on va se reposer. On a 2 semaines, donc on va travailler dans la bonne humeur comme au fait. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et voilà, je pense que le binôme, ça marche plutôt bien. On sait qu'on n'a pas pris de but à domicile. Donc c'est ce qu'on se dit à chaque début de match, il faut continuer le plus longtemps possible. On sait que dans l'année, on va en prendre. Hein. Mais voilà, si on peut retarder le plus longtemps, on va le faire. Et voilà, ce soir, je pense que c'est comme les matchs à domicile où on arrive à être patient et marquer ce petit but qui donne la victoire. Donc c'est une bonne chose et il faut continuer. Oui, il a manqué ce qu'il y a de plus important dans le foot, c'est l'agressivité dans le bon sens du terme. Je pense que ce soir, on est venu avec vraiment de bonnes intentions, de vouloir jouer. Mais au niveau de l'intensité, au niveau de l'agressivité, ce que j'ai du mal à accepter, c'est le fait que Nantes ait eu plus envie de gagner que nous ce soir. Oui, on a essayé. Willan est un joueur important pour nous au niveau de la construction, mais il a quand même eu des ballons intéressants. On a essayé de jouer vers l'avant, on a essayé de trouver Pierre et Arnaud entre les lignes. Mais quand je parle d'agressivité, justement, c'est de prendre ce risque-là, d'essayer de casser les lignes, et essayer de trouver nos joueurs entre les lignes. Et c'est ce qu'on n'a pas su très bien faire parce qu'on a manqué un peu d'intensité au niveau du jeu. Et c'est vrai qu'au niveau de l'intensité, on n'a pas été bon ce soir. On n'a pas été bon ce soir au niveau de l'intensité, c'est ce que rappelait Patrick Vieira. On va maintenant s'intéresser à une équipe qui est un petit peu plus proche de chez nous. C'est le DFCO, donc Dijon, qui recevait Strasbourg. Même score dans cette rencontre. Dijon qui va marquer grâce à Mavi Didi à la 38e minute de jeu. Un seul petit but et ça suffit au bonheur des hommes de Stéphane Jobard. On va justement l'écouter, Stéphane Jobard, qui lui dit « J'ai une équipe très généreuse ». Et on va également écouter Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg. Il regrette le fait que ses attaquants n'arrivent pas à conclure, enfin que ses attaquants, plutôt son équipe, n'arrive pas à conclure les actions qu'elles ont, en tout cas les occasions. Effectivement, je m'attendais à un match compliqué avec peu d'espace parce que Strasbourg a cette faculté de bien défendre avec son système à 5, avec un bloc très compact. Donc on savait que ce serait compliqué et qu'on ferait la diff dans le temps. La solution est arrivée assez rapidement, finalement, quasiment sur la première occasion qu'on a eue. Et après, effectivement, on a une fin de première mi-temps un peu compliquée où on a su courber les chines. Mais malgré tout, sur la deuxième mi-temps, avec une
Une attitude un peu plus attentiste, on a su les faire déjouer. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir exploité mieux ses contres en deuxième période. Tout arrive. Première à l'extérieur la semaine dernière, première à domicile cette semaine. Ma conf de presse la semaine dernière, j'avais dit qu'on progressait et que c'était enfin validé par des résultats. Et c'est à nouveau le cas à domicile. On ne maîtrise pas tout, mais par contre j'ai une équipe qui est très généreuse et qui est capable d'enchaînement de qualité aussi. Le but est superbe. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est sur les enchaînements qu'on a travaillé cette semaine à l'entraînement. Donc je trouve que mon groupe est à l'écoute et a envie de progresser. Donc ça m'annonce de jolies semaines à venir. Ça vous inquiète, hein. Ça vous avez bien tapé sur les choses qui vont pas. L'animation offensive, c'est pas l'animation offensive d'une équipe. Ce qui compte, c'est l'animation collective. Que ce soit offensif ou défensif, tout doit aller dans un match. C'est pas seulement l'animation offensive. L'animation offensive, première mi-temps, elle était plutôt bonne, d'accord ? Vous venez de le dire. Je pense que la première mi-temps est plutôt plus que correcte. Et si une équipe qui doit mener à la mi-temps, je pense pas que ce soit Dijon. Et pour ça, il faut avoir des gens qui, à la conclusion des actions qu'on crée et qu'on se procure, ont un esprit de tueur. Et ça, c'est vrai que sur la première mi-temps, je trouve qu'on a manqué et de précision dans les 20-25 derniers mètres et d'esprit de décision. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans les 16 mètres et qu'on a une possibilité de marquer, eh bien, il faut marquer. Voilà. Les Dijonnais ont eu une possibilité en première mi-temps, ils ont marqué. Alors avec un peu de réussite, certes, mais ils ont marqué. Exactement, il faut marquer des buts, c'est mieux. Et en tout cas, c'est ce que rappelait Thierry Lauré à propos de son équipe. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre, Brest-Metz, avec des Brestois qui s'imposent 2-0 dans cette rencontre, avec Julien Fossury, qu'on connaît bien du côté de Sochaux, qui marque dès la 11e minute de jeu. Et c'est ensuite Castelletto, 45e, qui clôt le score, car il n'y aura plus aucun but marqué dans cette seconde période. On va écouter les réactions d'Olivier Dalloglio qui lui dit sur des matchs difficiles face à un adversaire de notre championnat comme Metz, c'était très important de s'imposer. On peut regretter de ne pas avoir développé le jeu qu'on voulait. J'ai senti de la fébrilité dans le domaine technique, mais pas du tout dans l'impact physique. Et sur l'efficacité devant le but, on a été capable de gérer cette rencontre. C'était peut-être un peu moins spectaculaire que contre Lyon, mais en revanche plus solide qu'à Monaco. Il ne faut pas oublier que Metz est une équipe difficile à jouer, capable de garder le ballon et de faire courir son adversaire. C'est clairement ce que les Messins ont fait et heureusement, nous avons su être réalistes. Le fait de gagner donne la confiance et cette confiance, c'est très important. Et de l'autre côté, du côté de Vincent Ognon, je suis évidemment déçu du résultat, il était très en colère. On est mené 2-0 à la mi-temps alors que les Brestois sont venus 2 fois dans notre surface. De notre côté, on a affiché trop de manque à l'approche du but adverse. On fait des décalages, on a le ballon, on fait des centres, mais il y a eu trop d'insuffisance. Encore une fois, dans les 2 surfaces de réparation, c'était très très insuffisant. Il faut qu'on avance beaucoup plus vite et si on ne garde pas une certaine continuité de progression dans ces endroits-là du terrain, on restera en difficulté parce que le foot, c'est l'efficacité. Oui, ça c'est vrai, là-dessus il n'a pas tort. On répète, on rabâche, on travaille toutes ces choses à l'entraînement. C'est extrêmement frustrant, on n'a pas assez pesé devant, on était privé de Nos Traoré. Ce système, on l'a fait un peu pour lui, j'ai voulu le faire rentrer, mais il n'a pas pu. Il souffrait de son genou, il pensait pouvoir jouer une demi-heure. On a encore dû s'adapter, c'est vrai que c'était un peu compliqué cette semaine, mais il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas une excuse, on prend des buts évitables. Et bien on regardera justement si cette équipe de Metz, pour les prochains résultats, va redresser la barre. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre avec Lille qui recevait Nîmes. Et finalement, 2 buts partout dans cette rencontre. Des buts signés Loïc Rémy dès la 12e minute de jeu. Ensuite, Rémi Ripard qui va égaliser sur pénalty à la 45e. Avant que Kevin Denke donne l'avantage à cette équipe de Nîmes, pas de Lille. 71e minute de jeu. Et ensuite, c'est l'inévitable Victor Osimhen du côté de Lille, qui est une très bonne pioche en remplacement justement de Nicolas Pepe qui était parti du côté d'Arsenal, qui va égaliser la 79e minute de jeu. On va également suivre la réaction de Christophe Galtier qui revient sur le fait que son équipe a connu trop de déchets dans cette partie. Et Bernard Blacard, bien forcément, dans ce match, on n'a pas été réellement surclassé. Et on va les écouter tous les deux. C'est aussi mon sentiment et c'est notre sentiment.
On a eu une bonne entame sur les 15 premières minutes. C'était assez intéressant et on s'est créé des situations et rapidement notre jeu rapidement on a plus, non pas le respect du plan de jeu, mais il y a eu beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup d'erreurs techniques, évidemment individuelles, et ça, les unes associées aux autres, a fait qu'on a souvent rendu rapidement le ballon à Nîmes, qu'il a bien utilisé sur ses transitions, et que notre bloc équipe n'a plus existé rapidement, il était rapidement coupé en deux, de par la manière dont évoluait Nîmes. Il fallait, quand on gagnait le ballon, avoir beaucoup plus de maîtrise technique en allant vers l'avant. Et finalement, en allant vers l'avant, on a eu beaucoup de déchets. Et ça a rendu cette pâle copie. Et évidemment que ça ne correspond pas à ce que nous faisons, ce que nous cherchons à faire. On trouvera sûrement les raisons, on les trouvera dans les 48 heures ou dans la semaine. Mais je vous rejoins quand vous dites que ça ne correspondait pas à notre style de jeu. Oui. Voilà, quand vous menez à un quart d'heure de la fin, vous espérez l'emporter, mais voilà, c'est quand même un bon résultat pour nous. Déjà, ça arrête la mini-série de 2 défaites. Donc c'était important de revenir avec quelque chose d'ici. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas passé loin de la défaite en fin de match, mais on n'est pas passé loin de la victoire non plus. Il me semble qu'en première mi-temps, on a plus d'occasions que Lille. Voilà, toujours cette difficulté à marquer, mais enfin, on a débloqué quand même le compteur sur un penalty. Et le deuxième mi-temps était un peu moins maîtrisé de notre part. Mais bon, c'est aussi logique, on a beaucoup souffert on n'a pas non plus été surclassé en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas été surclassés, ces Nîmois, et c'est le moins que l'on puisse dire. Deuxième rencontre de ce dimanche, c'est Rennes qui recevait le Stade de Reims. Et le Stade de Reims, comme il y a quelques semaines, du côté du Paris Saint-Germain qui s'était imposé 2-0. Récidive encore du côté de Rennes 1-0, un but de l'inévitable Boulaye Dia, 49e minute de jeu. Et ça suffit, ce sont les Rémois qui emportent ces 3 points. 8e match sans victoire pour le Stade rennais. Ça commence à être compliqué pour les hommes de Julien Stéphan qui justement... on va déjà écouter la réaction de David Guillon, l'entraîneur de Reims, qui lui dit pendant la première heure de jeu, il y avait beaucoup de frustration de ne pas mener. Il a fallu encourager les garçons à la mi-temps pour continuer. Ce but de Dia les a libérés. Après, on a eu 5 minutes un peu chanceuses avec un poteau et une transversale. Et on a beaucoup trop subi parce qu'on ne s'était pas mis à l'abri avant. On aurait dû mener par 2 buts d'écart, mais mon équipe est jeune, elle apprend. Ce match va nous permettre de grandir. On marche bien à l'extérieur car on a un supplément de rigueur et de discipline. L'adversaire nous laisse de la place et on peut mieux s'exprimer. On continue à avancer et je suis content d'avoir 14 points ce soir. Et lui, on va écouter également Julien Stéphan qui lui revient sur le manque d'efficacité de son équipe pour le moment. Il nous a manqué un certain nombre de choses. D'abord, on a fait une entame de match très compliquée, pour pas dire plus, très insuffisante. On a cherché à se réadapter et se réajuster très vite parce qu'on était en grande difficulté. Ensuite, il nous a manqué de l'efficacité encore dans les zones de vérité. Je crois qu'on fait une deuxième mi-temps quand même bien plus convaincante. On a le poteau, on a la barre, même s'il me semblerait qu'il y ait hors-jeu sur la situation sur la barre. Un certain nombre de ballons qui passent devant le but, mais où on manque d'agressivité pour couper les trajectoires dans la surface de réparation. C'est un moment difficile, il ne faut pas le nier, pour nous. Un enchaînement de contre-performances où voilà, il faut s'accrocher dans ces moments-là, continuer à travailler encore plus pour aller chercher ce qui nous manque, parce que ce qu'on fait pour l'instant, c'est pas suffisant. Je sais pas, mais de toute façon, c'est pas ça qui réglera nos problèmes du moment. Voilà, il faut qu'on s'attache à être lucide, à bien réfléchir sur nos problématiques. Pourquoi notre entame des matchs est aussi molle. Pourquoi on arrive à mettre beaucoup plus de rythme et d'intensité en seconde période. Voilà, et puis surtout, pourquoi on marque aussi peu de buts. Parce qu'on a des situations, il y a tous les matchs où on peut en marquer davantage et on le fait pas. Donc on va devoir travailler là-dessus et s'attacher à régler ça. Ils vont essayer de régler ça, Julien Stéphan. Oui, ils ont un peu de boulot sur tous ces problèmes qui font que Rennes n'empoche pas de victoire pour le moment. On va s'intéresser à la dernière rencontre de cette 9e journée avec le grand format, le derby. Le derby, oui, il y a même un siège qui a bougé pendant ce temps-là.
entre l'AS Saint-Etienne qui recevait Lyon. L'AS Saint-Etienne en Coupe d'Europe dans la semaine avait fait un but partout contre Wolfsburg, les Allemands. Et Lyon s'était imposé du côté de Leipzig 2-0. On croyait cette équipe de Lyon un petit peu guérie. Et finalement, c'est un but de Robert Berić à la 90e minute de jeu, vraiment à quelques secondes du coup de sifflet final sur un centre de qui ? De Riyad Boudbouz qui lève la tête, qui voit Berić au deuxième poteau, il centre. Et ensuite, Robert Berić met une superbe tête. Et ça fait 1-0 et ça suffit au bonheur de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'était pas bien jusque-là. Saint-Etienne avec son nouvel entraîneur Claude Puel qui est arrivé justement il y a 2 jours et qui était sur le banc ce dimanche en remplacement de Ghislain Printemps, dont certains joueurs ont soutenu l'ancien entraîneur Ghislain Printemps. Mais c'est maintenant Claude Puel qui est arrivé avec Jackie Bonnevet également, son suppléant. Et Saint-Etienne donc... offre sa première victoire à Claude Puel. Et on va justement s'intéresser à ce qu'a déclaré justement Claude Puel à son arrivée. Il dit simplement, il ne faut pas non plus s'enflammer, Saint-Etienne n'est pas encore guéri, on va l'écouter. Les débuts sont parfaits, là franchement le coup il est parfait. Vous avez fait des choix forts, vous avez un peu bluffé tout le monde quand même avant match en disant que vous n'alliez pas faire trop de changements. Joli coup de bluff. Vous avez été inspiré également pendant le match. Il y a des jours où ça tourne bien, vous avez été inspiré dans vos changements, dans vos choix. C'est le coup parfait franchement coach. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, on a des moments comme ça de réussite. Tant mieux pour l'équipe, pour le club, pour les joueurs et les supporters. On sait l'importance d'un derby. Donc je sais ce que c'est et ce que ça peut représenter des deux côtés. Et donc c'est vrai qu'on avait à cœur de faire un gros match. En venant aussitôt, le fait que ce soit un derby, ça facilitait un petit peu les choses parce que déjà au niveau de la concentration, la motivation, la volonté de bien faire, elle était décuplée par rapport au derby. Après, je suis très, très satisfait de ce qu'on a montré, de la cohésion, de la structure, du travail qu'on a pu mettre en place. Et on a vraiment empêché cette équipe de développer son jeu, de jouer. Je pense que voilà, on peut être encore plus productif. On a de beaux ballons récupérés. On gâche un peu, on a du déchet. Dans le premier contrôle, la première passe, la bonne situation, la clairvoyance. C'est tout des petites choses qu'il faudra corriger. Donc c'est bien, c'est super et pour tout le monde on est très satisfait, mais on ne peut pas se contenter encore de ça, il faut enchaîner. Et puis je ne voudrais pas que ce match arrive un petit peu trop vite et qu'on pense que ça y est, que Saint-Etienne est guéri. Non, on a besoin de beaucoup travailler, on a beaucoup de problèmes à régler sur le groupe, à l'intérieur du club et on a un vrai projet à mettre en place. Et encore une fois, quel que soit le résultat du match, c'était le même comportement, la même situation. Donc tant mieux, on prend 3 points et on les prend très contents et en plus dans un derby. Mais la route est encore longue. La route est encore longue pour Claude Puel et l'AS Saint-Etienne, mais gagner un derby contre Lyon, c'est toujours de bon augure. Et on va écouter tout de suite l'entraîneur de Lyon, Silvino, qui lui est sur la sellette forcément avec cette défaite. Et justement, il revient sur ce fait que son équipe perd toujours, a perdu plusieurs matchs cette saison dans les dernières minutes. Coach, est-ce que vous avez été surpris par les choix de Claude Puel et par le choix des hommes notamment de Claude Puel et par son système également sur ce match? Non, en réalité, pas vraiment. Quand un entraîneur nouveau arrive, il prend des décisions. Donc nous, oui, on a choisi un système qui aide beaucoup nos joueurs. On avait un petit peu plus de possession, de possibilités de poids offensif. Mais malheureusement, les 15 dernières minutes du match, ça n'a pas fini en notre faveur et donc ça a fini contre nous. Par rapport à vos changements, est-ce que vous avez regretté d'avoir sorti notamment Thiago Mendes pour Jean Lucas en fin de match? C'est la faute à pas de chance ou est-ce que Thiago Mendes était blessé quand vous l'avez sorti? Non, le changement, non. Si j'avais su bien sûr qu'il y aurait une blessure, bien sûr j'aurais changé, mais à la 78e, Thiago était vraiment déjà fatigué et on devait faire ce changement.
J'avais du souci au sujet de Marsal par rapport à son carton jaune. Mais bon, on a dû faire face à une situation et donner plus de puissance au milieu de terrain. Donc c'était ça le changement que j'avais prévu. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'un joueur allait se blesser alors qu'il restait 12 minutes de jeu. Comment expliquez-vous les deux visages de Lyon qui sort son habit de gala à chaque fois en Ligue des Champions, qui arrive à sortir des gros matchs en Ligue des Champions, mais qui en Ligue 1 a du mal à faire le jeu encore une fois ce soir? On a l'impression que Saint-Etienne lui a laissé le jeu à votre OL. Comment vous expliquez ces deux visages-là en quelques jours et comment vous l'expliquez? Donc le problème, en dehors de tout ça, c'est surtout de perdre 3 matchs sur les dernières minutes. Ça oui, c'est un problème très grave. Ça, c'est très difficile à gérer. Et c'est mauvais de perdre comme ça. Donc, qu'on joue mal, qu'on encaisse 3-4 goals, 5 buts, ça, c'est une chose. Mais une autre, c'est que tu luttes, tu t'habitues aux autres joueurs, aux autres systèmes, tu essaies de bien jouer. Tu gagnes 2-1 et à chaque fois 2-2, il y a 0-0, tu perds à la dernière minute 1-0. Ça, oui, ça, c'est plus difficile. Votre président disait qu'il allait faire un bilan après le derby. Selon vous, quel est ce bilan, justement, après 9 matchs de Ligue 1? Est-ce qu'il vous satisfait? Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qui appartient au président. C'est lui l'homme fort du club. C'est lui qui a créé tout ça, et donc c'est son problème à lui. Donc c'est sûr que c'est un homme qui aime gagner, et c'est lui qui prend les décisions qu'il faut prendre. Eh bien justement, on va l'écouter, Jean-Michel Aulas, c'est lui qui prend les décisions. Il était forcément très mécontent après ce match et il remet justement la responsabilité à Juninho. Vous allez l'écouter. Oui, c'est très, très compliqué. Je crois que ça nous est rarement arrivé d'être dans cette situation. Donc Juni, qui a toute la responsabilité du domaine sportif depuis le début du championnat, va devoir réfléchir. Et puis on va se voir avec lui et probablement un certain nombre d'autres personnes dans les jours qui viennent. On avait dit qu'on ferait un premier bilan, mais enfin c'est vrai que pour le moment on n'est pas dans les clous de ce que l'on espérait. La règle du jeu, c'est que Juni est responsable du département sportif. Il va réfléchir. Là, il est évidemment très, très secoué parce que bon, il est arrivé avec beaucoup d'espérance. Il a, on va dire, peut-être un petit peu moins de recul que je peux en avoir avec 32 ans d'expérience. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne rien faire. Donc toutes les hypothèses sont envisageables. Et oui, toutes les hypothèses sont envisageables, mais on a l'impression quand même que cette équipe de Lyon, elle est bridée. Moi, c'est vrai que je regardais souvent de temps en temps les matchs de Lyon et j'avais plaisir à voir cette équipe évoluer, mais là, j'ai l'impression qu'elle est bridée. On le voit quand les 3 centraux, justement hier soir, n'avancent pas, quand on a l'impression que les joueurs sont bridés. Sans doute l'entraîneur qui les bride, qui les empêche d'avancer, et on ne prend pas de plaisir à suivre cette équipe de Lyon pour le moment. Alors, que faut-il faire ? Soit Silvinho, à mon avis, change son système de jeu, soit, à mon avis, il risque de quitter le club, car je pense que Jean-Michel Aulas va prendre les décisions assez rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Alors que Jean-Michel Aulas, comme tu disais, va se présenter. Devrait se présenter peut-être à la place de Noël Le Graët. À la tête de la Fédération française de football. Pas la Ligue. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce derby? Moi, j'ai regardé hier soir. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était bon, moi, je suis content pour cette victoire des Verts. Hein, parce que... disons que ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, puisqu'ils sortent de la zone rouge, puisqu'ils sont sortis de la zone rouge. C'est ça qu'on va voir au classement, mais c'est ce qui est une bonne nouvelle pour les... Et ils dépassent en plus les Lyonnais, en plus. C'est ça, ils dépassent les Lyonnais. Et on va écouter, moi je te propose d'écouter Bernard Caiazzo, qui justement dans la semaine... Qui a nommé Coppel le vendredi comme entraîneur. Ouais, avec Romeyer, ils ont évoqué aussi également Ghislain Printemps, et ils ont été un peu durs quand même avec Ghislain Printemps. Et on va écouter justement ce que dit l'un des deux présidents de Saint-Etienne. Claude, ça faisait longtemps que, bien évidemment, quand il était à Lille, on avait envie de travailler avec lui, les choses n'avaient pas pu se faire. Et bien évidemment, à partir de là, je dirais, on a commencé avec Roland à bien réfléchir en se disant, Claude bâtisseur, qui fait jouer les jeunes, qui a une démarche dans la durée, c'est un profil qui est intéressant. Et
bon, Roland a commencé à mener des discussions avec l'environnement de Claude qui était à l'étranger. Et puis, je dirais très très vite, nous nous sommes rencontrés. Je vais dire une chose sans trahir de secret, mais je crois qu'une chose est extrêmement importante. J'ai eu une discussion avec Jean-Louis Gasset et dans cette discussion, Jean-Louis pensait que Ghislain Printemps pouvait travailler avec lui. Et j'étais très surpris d'apprendre que Ghislain n'avait pas envie de travailler avec Jean-Louis. Bon, je le dis de façon confidentielle, mais quand même quelque chose qui m'a déçu. À partir de là, quand le lendemain, Roland m'a appelé en me disant il y a une possibilité intéressante avec Claude Puel, j'ai dit écoute, Roland, c'est quelque chose qui est inespéré. Parce que effectivement, si j'avais su ça il y a quelques jours, l'orientation aurait été peut-être différente. Alors oui, c'est vrai que Bernard Caillazo, qui est copropriétaire du club, justement, a regretté ses propos très durs qu'il a tenus à l'encontre de Ghislain Printemps après l'avoir suspendu de ses fonctions d'entraîneur vendredi après-midi. C'était dans le journal L'Équipe. À la question « Pourquoi tenez-vous à revenir sur vos propos très durs tenus à l'encontre de Ghislain Printemps vendredi après-midi ?» Il répond « Parce que je suis quelqu'un d'affectif et que je peux avoir deux faces, une où je suis affectif et une autre où je suis entier et parfois mes mots dépassent ma pensée. J'ai vécu depuis quelques jours des moments difficiles. En ce moment, les nuits sont longues et courtes à la fois car ce sont des pensées toujours dans la tête. De plus, j'ai eu quelques contrariétés au club, diverses et variées, avant de m'exprimer vendredi après-midi. Je suis arrivé à la conférence de presse très énervé. Je me suis emporté à tort et je regrette sincèrement les propos tenus à l'égard de Ghislain Printemps car c'est quelqu'un que j'aime bien et qui aime profondément les Verts. Et comme avec des gens que j'aime bien, je les pourris plutôt. Je suis comme ça et une fois que je vois que je leur ai fait de la peine, que je les ai blessés, je suis malheureux. Certains en ont pris pour leur grade lors de cette fameuse conférence de presse. Ce n'est pas ma personnalité, ce ne sont pas mes valeurs ni celles de l'AS Saint-Étienne. Mais oui, après il faut peut-être être un peu plus calme quand on arrive aux conférences de presse, car c'est vrai que ça peut faire beaucoup de mal aux gens. Oui, Fred. C'est-à-dire qu'au début, il voulait donc rappeler Jean-Louis Gasset, comme Alors, dit le président Caillazo. Oui, c'est qu'il a appelé Jean-Louis Gasset et puis... il a dit non. Non, c'est pas Jean-Louis Gasset qui a dit non. Il a dit que c'est le président Romilly qui a pas voulu non. Non, c'est pas ça non plus. C'est que Jean-Louis Gasset a proposé de travailler avec Ghislain Printemps. Et apparemment, Ghislain Printemps ne voulait pas travailler avec Jean-Louis Gasset. Il ne voulait pas travailler avec donc, lui. je pense que c'est tout ça qui a peut-être énervé un petit peu Bernard Caillazo. Peut-être que Jean-Louis Gasset aurait pu être de nouveau entraîneur et Ghislain Printemps l'adjoint. Peut-être. En tout cas, ça. Ou l'inverse. En tout cas, ça ne se fera pas. Et Bernard Caillazo s'est excusé. En tous les cas, des propos qu'il avait tenus ce vendredi. Donc, c'est une bonne chose d'avoir toujours des excuses quand on fait du mal aux gens. Oui. En tout cas, c'est un bon démarrage pour Claude Puel. Hein. En tout cas, il a commencé avec le derby tant attendu contre l'OL. En plus, c'est un match un gros match. Quoi, oui, on va dire qu'il surfe aussi sur le travail de Ghislain Printemps. Car c'est pas en 2 jours qu'il a fait quelque chose. Mais en tous les cas, il faut associer aussi le travail de Ghislain Printemps. On vous donne le classement et ensuite on va enchaîner sur la Ligue 2 avec le Paris Saint-Germain en tête avec 21 points, suivi de Nantes 19 points, 3e Angers 16 points, 4e Bordeaux 15 points, 5e Lille 15 points et 6e Reims 14 points. On va également parler de Toulouse qui est 18e avec 9 points, 19e Dijon avec 8 points et 20e Metz avec 8 points. Au classement des buteurs, c'est toujours Osimhen, le Lillois, qui est en tête avec 7 buts. On se retrouvera bien sûr le vendredi 18 octobre pour la 10e journée avec Nice, Paris Saint-Germain à 20h45. Samedi 19 octobre, 10e journée également, 17h30 Lyon-Dijon. Ensuite à 20h, Toulouse-Lille, Metz-Nantes, Reims-Montpellier, Angers-Brest, Nîmes-Amiens. Et ce dimanche, poursuite et fin de cette 10e journée avec à 15h Bordeaux-Saint-Étienne, Monaco-Rennes à 17h et Marseille-Strasbourg à 21h. Oui, Fred. Oui, et en plus, Angers, ça fait penser en 2016 qui était deuxième du championnat pendant une bonne partie de la saison en plus. Et oui, exactement, mais on verra. En 2015-2016, oui. C'est ça, cette équipe d'Angers fait un bon début de championnat. Eh bien, on va clore cette Ligue 1. On va ouvrir juste un petit paragraphe équipe de France, juste pour vous donner la liste pour les 2 matchs qui vont arriver entre l'Islande et la Turquie donc ce week-end et la semaine prochaine. On écoute la liste de Didier Deschamps, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous communiquer la liste des 23 joueurs pour les 2 matchs qui nous attendent, Islande-France et France-Turquie. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda.
Défenseurs, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kipembe, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Iconé, Thomas Lemar, Kylian Mbappé. Bon, ça c'était il y a 4 jours. Tout allait bien. Mais depuis, Paul Pogba et Hugo Lloris sont blessés. Lucas Hernandez et Kylian Mbappé sont incertains. Donc, ça a changé. Il faut rajouter un de plus depuis cet après-midi. Eh ben, tu vois. C'est Léo Dubois qui a déclaré forfait et c'est Djibril Sidibé qui est appelé à sa place. Donc il y a beaucoup de forfaits. Didier Deschamps. Et 2 incertains. Et deux incertains, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour Léo Dubois qui s'est blessé hier soir dans le match oui, il en a parlé, contre Saint-Étienne. Il en a parlé à la fin de cette rencontre. Eh bien, on va clore justement ce chapitre, on va bientôt arriver vers la Ligue 2, mais avant ça, il y a un petit spot de la région que je vous passe volontiers. Avec les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté, entrez, il y a de la lumière. Des formations qui servent à quelque chose, sur des secteurs qui recrutent. Vous êtes demandeur d'emploi? Votre région vous propose des formations rémunérées proches de chez vous et proches de l'emploi. Des formations avec du concret, de l'efficacité à la clé. Votre région vous accompagne et dès votre entrée en formation, vous bénéficiez d'une aide de 200 €. Avec les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté, les portes s'ouvrent à l'emploi et vous y avez toute votre place. Appelez le 09 71 04 73 78 ou rendez-vous sur formation-gemaplace.org. C'était un spot de la région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je vous propose d'ouvrir la page Ligue 2 car il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Et bien évidemment, plus particulièrement, la page sur le FC Sochaux Montbéliard qui est 2e au classement. Oui, vous ne rêvez pas, on est 2e.